Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de MMA Mag. MMA Mag, c'est le premier magazine 100% MMA. Aujourd'hui, c'est un grand honneur de recevoir un champion qui a fait parler de lui dans toute la France. Il est là dans notre plateau, il a fait le tour des médias nationaux. Je vous présente monsieur Mansour Barnaoui. Bonjour Mansour. Bonjour. Il a fait le tour de l'information sportive nationale et il nous fait le plaisir d'être là cet après-midi. Il va tout nous raconter. Au sommaire de cette émission, une interview forcément exclusive de Mansour Barnaoui, de Malakoff à Jeju, en Corée du Sud. Vous suivrez sa trajectoire. Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'au sommet? Nous enchaînerons ensuite avec la grande finale que Mansour commentera à mes côtés. Il vous livrera les secrets de ce grand match et surtout comment il s'est préparé. Nous enchaînerons avec l'après parce que bien entendu les victoires sont belles mais il y a toujours un après. Alors restez avec nous. Le programme est chargé, vous aurez aussi les rubriques habituelles comme Finishing Time et les prochains lives de la chaîne MMA TV. MMA Mag numéro 3, c'est parti! Allez, nous enchaînons avec l'interview de Mansour. Alors Mansour, est-ce que vous êtes prêt à vraiment tout nous raconter de votre carrière, de votre présent et de votre futur? Ah oui, j'ai hâte de vous raconter ça. Allez, ma petite tradition, c'est de toujours commencer par une question simple. À 18 ans, certains font la fête, voilà, ils aiment voilà, la liberté, et vous avez fait un choix complètement différent. Vous avez choisi de combattre durant 3 matchs au 100% contender de Hatch. Ouais, c'est ça. Donc c'est une trajectoire complètement différente. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que vous êtes passionné depuis MMA depuis votre temps d'enfance? Expliquez-nous tout. C'était un choix depuis le début. En fait, mon coach, Aziz Magnum, qui a ouvert la salle, un team Magnum, et qui a pris les petits du quartier. Et moi, il a vu que j'avais une espèce de talent, ce qu'il disait. Et voilà, il a décidé pas de me mettre dans le MMA directement. Déjà avec les structures en France, c'est compliqué. Et il faut y aller étape par étape, à ce qu'il disait. Et voilà, j'ai commencé par le grappling, jiu-jitsu sans kimono, en faisant des compétitions, la boxe anglaise en compétition aussi pareil, mais en continuant avec le grappling. Puis pancrace, le sport français comme le MMA sans coup au sol, puis après le MMA. Mais tout ça avait un but précis, pour se performer en MMA. D'accord. Vous faites partie des athlètes modernes maintenant où vous n'avez pas forcément un sport de combat fétiche. Vous, votre sport fétiche, c'est vraiment le MMA en fait. C'est le MMA. Pour moi, c'est le sport qui regroupe tous les sports de combat. Donc, c'est le meilleur sport de combat en fait. Et quelle est votre plus grande affinité au niveau des sports de combat? Est-ce que vous préférez être debout, au sol? Quel est votre on va dire, élément le plus... Moi, je préfère rester debout, mais bizarrement, mes adversaires me ramènent toujours au sol. Donc, voilà quoi. Vu qu'au sol, je me débrouille assez bien, donc ça ne me dérange pas. Vous parliez justement de votre entraîneur, donc Aziz Maï. Ouais. Il vous suit depuis vos débuts, en fait. Voilà, vous êtes le genre de combattant à être fidèle non seulement à un entraîneur, mais aussi à une structure. Comment, en fait, quel est votre lien avec lui? Parce que ça doit être quelque chose presque de filial. Il m'a toujours connu. J'ai grandi au quartier. C'était le grand du quartier. C'est mon voisin de palier, en fait. C'est mon voisin et il sait comment je suis depuis le début, depuis tout petit. Et il connaît ma mentalité. Et, c'est une des personnes qui me connaît par cœur. Vous avez au final un CDI avec lui, hein, c'est Voilà, ça, ça. Vous êtes liés à vie lors de votre carrière. C'est ça. Est-ce que du coup c'est plus facile de s'engueuler avec lui ou est-ce que vous êtes toujours comme vous êtes en dehors de l'écran? On ne peut pas s'engueuler avec lui. Toujours zen. Toujours zen. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il arrive encore à vous apprendre? On peut pas tout faire tout seul. Il faut le faire avec une équipe et on peut tout apprendre en fait.
Même si on ne sait pas ce qu'il y a à apprendre en plus, déjà l'expérience. Je pense qu'il a plus d'expérience que moi, et c'est sûr. Et déjà, l'expérience, ça se prend pas comme ça du jour au lendemain. Donc, C'est sûr. C'est sûr. donc ouais, j'ai des chemins à faire encore. En parlant d'expérience et de jeunesse, vous avez rapidement parcouru la terre entière pour avoir plus d'expérience en MMA, et notamment en Angleterre, au BAMA et au M1. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme force parce que vous avez été champion assez rapidement, assez facilement presque. Quel a été, on va dire, le avant et après Russie et Angleterre? Mais en fait, moi, je me suis toujours entraîné. Et entraîné pour faire des gros combats. Et j'ai eu la chance aussi de faire des beaux combats. Des combats qui impressionnent les gens et qui donnent aux gens de me voir. Et c'est grâce à ça, en fait, qui a fait que j'ai été appelé dans d'autres organisations. Bon, il y a aussi les victoires aussi. Et appelé dans d'autres organisations et j'ai pu prendre des ceintures. Qu'est-ce qu'on apprend au contact des grandes promotions comme celle-ci, au contact de grands combattants qu'on affronte sur le trajet professionnel? Qu'est-ce qui vous a fait grandir à ce point-là? Parce que gagner 1 million de dollars, gagner une ceinture, être champion lightweight en Corée du Sud, c'est forcément quelque chose d'exceptionnel pour un combattant français. Alors comment on y arrive en fait? C'est quoi votre secret? Je pense que pour moi, c'est l'entourage. Et si on n'a pas un bon entourage, on ne peut pas monter. Et monter tout seul aussi, c'est très compliqué. On peut, mais c'est compliqué, je pense. Et si on a un entourage qui est de la même façon de penser, que ils veulent tous ton bien et de la meilleure façon, et pas t'emmener un peu de n'importe où, c'est le top. J'allais C'est justement comme vous ça. poser une question sur votre entourage, parce qu'on sent que vous êtes loyal envers votre entraîneur, vous êtes toujours connecté à vos amis d'enfance, à vos proches quand vous étiez adolescent. Comment ces proches-là structurent votre vie en fait en tant que combattant? Structure ma vie. Bah moi, j'ai dit, c'est mon entourage, enfin c'est mon voisin palier. Mon coach connaît toute ma famille. On connaît toute sa famille. Et c'est une espèce de famille en fait. On est comme une famille. Donc partir du jour au lendemain d'une famille, c'est difficile. Surtout que on a commencé, ça marche très bien, on gagne. Donc pourquoi changer d'équipe qui gagne en fait? Alors justement, en parlant de victoire, donc vous avez emmagasiné vraiment les victoires pour vous conduire jusqu'en Corée du Sud et notamment au Road FC. Comment les premiers contacts ont été établis? Parce que nous on est en France, eux ils sont en Corée du Sud. Comment vous avez réussi à vous promouvoir finalement de l'autre côté du globe? C'est grâce à une organisatrice qui travaille avec le Road FC, qui me suit depuis un certain moment et aimait aussi mes combats, ma façon de combattre et voilà, et leur a parlé de moi, à l'organisation. Je sais que là-bas, ils n'étaient pas très chauds au début, mais ça s'est fait, puis voilà, c'est comme ça qu'on a eu le lien. Puis après, directement, ils sont partis contacter voir mon manager, Razi, et voilà. Et je sais que quand ils sont venus me voir pour organiser ça, il y a eu plusieurs d'autres propositions. Donc là, D'accord. on a fait le choix avec l'équipe. D'accord. Est-ce qu'il y a eu le choix par exemple d'une grande organisation nord-américaine comme l'UFC? Ouais, bah l'UFC. Ouais. L'UFC. J'avais le choix entre l'UFC, je me rappelle, ça s'est passé en Allemagne l'année dernière, et le Rising. C'est une organisation japonaise qui commence à monter. Remonter, Ouais. remonter. Alors on va maintenant aller plus en détail sur ce fameux tournoi, hein, le fameux tournoi qui vous a fait champion lightweight Mm. et millionnaire, hein, on peut le dire comme ça. Hein. C'est Euh, ça, ouais. est-ce que c'est quelque chose de difficile à entendre finalement? Vous êtes millionnaire, parce qu'on parle beaucoup des gagnants du loto qui du jour au lendemain se retrouvent millionnaires grâce à un ticket gagnant, mais vous êtes dans ce tournoi depuis presque 2 ans en fait. Donc mentalement, vous dites, est-ce que ça peut m'arriver? Donc maintenant que vous y êtes en fait, comment c'est le feeling Mais en fait, d'être moi, je me champion et suis millionnaire? jamais dit. En fait, je sais que tout peut arriver dans la vie. Je me suis dit, ok, il y a une occasion, il faut la saisir. Il faut pas se poser des questions en se disant, en se mettant des barrières dans la tête. Je me dis, moi, je suis la personne qui vit le jour le jour. Même si c'est pas très bon, mais bon. Et je me dis, ok, il y a un combat étape par étape. Il y a un combat, il faut que je le fasse, il faut que je fasse, il faut que je gagne. Tac, j'ai gagné, un autre, un autre. Et je vais pas directement penser à la finale, Oui, sachant qu'il y en a qui sont entre la finale, quoi. Donc, c'est une bonne façon de faire. ouais. Alors justement, parlons des 3 premiers matchs. Et là, je vais regarder mes fiches parce que
Les noms des athlètes ne sont pas forcément les plus simples pour nous Européens. Donc vous avez 3 belles victoires avant la fin du premier round sur Yuan Bin-Ki, Chan Woon-ko et Nandine Erden. Donc C'est ça. le grand facteur commun, c'est d'avoir conclu par étranglement arrière avant la fin du premier round. C'est Comment ça. vous y arrivez en fait? C'est quoi la méthode Bah pareil, bizarrement je me pose pas de questions, au combat, si je vois le dos qui se présente, je le saisis. Après moi j'ai une facilité de prendre assez le dos parce que c'est une de mes techniques fétiches en soumission. Et bah, c'est la première technique que j'ai appris en fait dans le monde du combat. J'ai commencé par le grappling et c'est la technique qu'on m'a appris à soumettre. Et voilà. J'ai pris cette technique-là et je ne l'ai pas lâchée du début jusqu'à la fin. Ça c'est quand même assez hallucinant, ça revient comme un réflexe en fait, c'est ça. C'est ça. C'est La le réflexe personne du se corps humain. présente et on enchaîne Ouais. directement sur notre Ça, endroit. c'est mon inconscient en fait qui parle. C'est très intéressant. Et alors dites-moi, pendant le tournoi, quel a été votre adversaire le plus redoutable? Le plus redoutable c'était Shamil Zugorov, qui était l'ancien champion du M1 en 77 et le cousin germain de Khabib. Alors expliquez-moi, comment vous avez préparé ce match-là? Parce que c'est vrai que les bookmakers, il n'y a pas vraiment de pari dans le MMA, mais on va dire les fans voyaient plutôt le russe gagner. Ah oui, il était favori. Lui. Et vous avez gagné. Alors comment vous avez préparé ce match? Comme vous nous le dites d'habitude, dans la zénitude la plus Bah, totale j'ai préparé ce combat comme tous les autres combats en fait. Je me suis dit ça a marché pour moi, donc pourquoi changer d'adversaire sachant que, enfin, on dit qu'il est bon sur papier, mais sur papier c'est pas la même chose qu'en vrai en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, j'ai continué l'entraînement comme ma préparation comme d'hab. Mhm. Donc je commence quoi, 1 mois et demi avant, 2 mois voire, et avec des sparring assez durs, que ce soit en grappling, en boxe thaï, en lutte. Et voilà. Après moi j'ai beaucoup travaillé dans son domaine à lui. Je sais que c'était un bon lutteur et que c'était un adversaire qui est très intelligent, stratégique, qui part beaucoup à la décision. Et voilà, c'est ça. En parlant de stratégie, justement, en regardant ce fameux combat, on sent que vous êtes vraiment bien dans ce match et surtout que vous avez envie d'attendre en fait. Vous attendez dans ce match. On a la sensation que vous attendez la première ouverture et la première ouverture, elle arrive notamment à l'arrivée de ce troisième Ouais. round. Et là, on sent à l'arrivée de ce round que vous n'êtes plus du tout le même en fait. Donc expliquez-nous mentalement quelle est la différence entre ces 2 premiers rounds et ce troisième round où on a l'impression que Mansour Barnaoui va gagner. Bah, en fait, lui, c'était un adversaire, j'ai vu ses points forts, comment il gagnait les combats. Il gagne les combats en décision, qui fait qu'il bloque les personnes, il attend que les personnes viennent à lui, qu'il les bloque au sol et il bouge plus. Jusqu'à bah, il gagne quoi. Jusqu'à la fin de la limite du temps. Et moi, je me suis dit, il faut pas que je rentre sur lui, même si c'est ma façon de faire en général, donc j'ai changé. Et j'ai changé et voilà. Et j'ai vu un moment où j'ai vu sa tête, j'ai dit là, on va la mettre le genou et j'ai mis. C'était le coup gagnant. Ouais. Alors au final, on parle beaucoup de striking, on parle beaucoup de grappling, de jiu-jitsu, mais au final, est-ce que votre meilleur atout, ce ne serait pas tout simplement votre côté zen, votre côté posé, votre côté serein? Je pense que ouais. Je suis, par rapport aux autres adversaires, je me prends vraiment pas la tête. Le combat, je le fais parce que j'aime. C'est une façon pour moi de me défouler. Et voilà. Je vois des gens, des fois, avant les combats, dans les vestiaires, ils sont sous pression, à trembler, à tourner dans tous les sens. Je leur dis, pourquoi avoir de la pression en faisant quelque chose que t'aimes en fait? Donc, je sais pas. C'est une belle leçon de vie Ouais. donnée par Mansour Barnaoui. Et là, du coup, on va commencer à se diriger vers la finale. Et comme je vous l'ai expliqué dans le sommaire, nous allons donc maintenant commenter avec Mansour Barnaoui la grande finale, le match qui lui a donné 1 million de dollars et aussi la ceinture lightweight du Road FC.